Quand est-ce qu'elles seront sur ma chaîne YouTube? Bon, il faut le temps de laisser passer les choses. J'ai un vidéaste qui s'occupe de moi depuis 1 an et demi maintenant, qui travaille très bien, mais il ne s'occupe pas seulement de moi. Donc je pense qu'en courant septembre, ou fin septembre ou plus tard, vous aurez sur ma chaîne YouTube les 3 Agoras d'été. Et vous avez déjà celles des années précédentes que vous avez le droit de regarder. Et c'est toujours intéressant de découvrir des éléments qui nous ont un peu échappé, voilà. Même si on essaye toujours de simplifier les choses au maximum. Voilà, donc j'ai assez bavardé. 3e et dernière Agora. Merci encore une fois à la municipalité de la Garde de me faire confiance, de m'ouvrir cet espace tous les ans, de co-animer, enfin de co-diriger avec moi cette manifestation culturelle originale qui fait d'une certaine manière honneur à la ville de la Garde. Donc je vais, comme les fois précédentes, laisser ma comparse Valérie m'interpeller, me questionner, et à partir de cet instant, je cesse d'être Philippe Granarolo pour devenir, aussi douloureux que ce soit pour moi, Jean-Paul Sartre. Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup, mon cher Sartre, ou Philippe, pour l'instant, maintenant c'est Sartre. Donc en cette soirée d'été de juillet, pour notre dernière Agora, nous allons découvrir donc un philosophe qui est plus proche de nous, puisqu'il est né en 1905. À l'âge d'1 an, comme beaucoup de philosophes, on l'a vu précédemment, lui perd son papa. Il est éduqué par sa mère et ses grands-parents qui le voient comme un génie et le traitent d'ailleurs comme tel, tout au long de sa vie, de sa petite enfance et de son adolescence. Il y a d'ailleurs, c'est ainsi qu'il en parle lui-même dans son autobiographie, dont le livre s'intitule Les mots, que vous pouvez éventuellement emprunter à l'excellente médiathèque gardéenne qui se trouve là. C'est lors de la seconde présentation à l'agrégation qu'il rencontre, on va dire la rencontre peut-être de sa vie affective, Simone de Beauvoir. Et pour l'anecdote, il est premier et Simone de Beauvoir sera deuxième. Pardon. Ça a continué tout le reste de leur vie. Tout à fait. Plus tard, il souhaitera enseigner au Japon. Il ne tiendra pas ce poste, il exercera au Havre. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il prendra l'habitude de travailler aux terrasses des cafés. Habitude qu'il gardera ensuite dans sa vie, et sa vie parisienne notamment. En 1964, on lui décerne le prix Nobel qu'il refusera, comme d'autres distinctions. Décision qui fait encore débat aujourd'hui au sein de philosophes et entre autres d'écrivains. Notre invité décède le 15 avril 1980, mais ce soir tout de même, Sartre, comme aurait dit Einstein, je vous trouve relativement bien. Donc si vous me le permettez, nous allons commencer par la première question, si vous êtes prêts, bien sûr, et concentrés. Je suis tout à fait concentré, chère Valérie. Puisque nous avons le privilège de recevoir ce grand philosophe français, le plus célèbre sans doute du XXe siècle, Jean-Paul Sartre. Vous nous avez laissé une œuvre considérable. Traités philosophiques, pièces de théâtre, romans. Il vous sera impossible, durant le moment que vous avez l'amabilité de nous accorder ce soir, de faire référence à ce gigantesque ensemble. Cependant, qu'aimeriez-vous privilégier au sein de votre œuvre pour nous offrir le cadeau de votre coaching? Un beau cadeau, s'il vous plaît, monsieur Sartre. Cadeau était peut-être un grand mot. Je l'accepte cependant. Alors, puisqu'il s'agit d'un coaching, j'aimerais retenir seulement 3 de mes écrits sur lesquels il est plus facile de m'appuyer pour une manifestation de ce type. Mon volumineux ouvrage, mon gros pavé, L'être et le néant, en 1943. Je sais bien que peu de personnes l'ont lu, du début à la fin. Philippe Granarolo, l'animateur de cette soirée, m'a confié qu'il ne l'avait jamais lu dans son intégralité, et je lui en veux un peu. Ensuite, le texte de vulgarisation qui m'a rendu célèbre immédiatement après la guerre, c'est peut-être ce texte qui sera le plus présent dans cette soirée. L'existentialisme est un humanisme, c'est le livre qui m'a fait connaître en 1946. J'évoquerai également un petit texte qui contient quelques thèses essentielles de ma philosophie, un petit texte intéressant, je dis ça en toute modestie, esquisse d'une théorie des émotions, qui a été publié un peu avant la guerre, en 1938, à l'époque où j'étais vraiment en pleine phénoménologie, mais nous en reparlerons.
Et puis j'évoquerai aussi une pièce de théâtre, Huis clos, qui a été jouée en 1944. On m'a d'ailleurs reproché de faire jouer cette pièce alors que Paris était occupé par les Allemands. Bon, je n'avais pas trop le choix à l'époque. Alors si le public veut m'interroger sur d'autres œuvres, bien sûr, au cours du débat qui suivra nos échanges, il pourra le faire sans aucun problème. Alors puisqu'il s'agit de coaching, le mot était inconnu à mon époque, je me suis rendu compte, chère Valérie, en préparant notre rencontre, que j'avais effectué ce que aujourd'hui vous qualifiez de coaching quand j'étais jeune professeur de philosophie, un peu avant ou durant la Seconde Guerre mondiale. J'évoque cet épisode, précisément, dans l'existentialisme est un humanisme, sans dire que le professeur auquel un jeune étudiant vient demander conseil, nous allons décrire cela dans quelques instants, sans dire que le professeur s'appelle Jean-Paul Sartre. Mais tous mes lecteurs ont compris qu'il s'agissait de moi et de la narration d'un épisode vécu. Et donc, c'est cet épisode pour lequel on pourrait peut-être commencer, cher Valérie. Eh bien, écoutez, puisque c'est votre souhait, nous allons donc partir de cet épisode. Et pouvez-vous le raconter à ceux qui l'ont oublié ou, éventuellement, qui n'ont pas lu l'existentialisme et humanisme. Ils sont certainement très peu nombreux. Mais tout de même, s'il vous plaît, monsieur Sartre. Ils ont encore le temps de le lire. C'est un petit livre très lisible, peut-être le plus lisible de tous ceux que j'ai écrits. Alors, je raconte cet épisode. Dans ce livre, je raconte comment un étudiant est devant un choix extrêmement difficile. On est sous l'occupation allemande. Ce jeune homme a beaucoup d'amis qui sont rentrés dans la résistance. Il a bien envie de les rejoindre. Et en même temps, son frère aîné est décédé brutalement de maladie une année auparavant. Sa mère a été très affectée par ce décès, lui aussi bien sûr. Et donc il est déchiré. Que faut-il faire? Et il vient demander conseil à son professeur de philosophie. On sait qu'on vient souvent demander conseil à son professeur de philosophie. Peut-être pas toujours raison, parce que c'est le mieux qualifié, le professeur de philosophie. Il a remplacé un peu le prêtre, mais peut-être que le professeur de philosophie n'est pas plus nul que le prêtre pour conseiller les jeunes gens. Donc, ce jeune homme est déchiré. Et donc, il vient demander conseil à son professeur de philosophie. Je ne dis pas que ce professeur s'appelle Jean-Paul Sartre, mais tout le monde a compris que c'était un exemple vécu, effectivement, et que j'ai mené là une sorte de coaching en ignorant le sens du terme. Donc, ce jeune homme ne sait pas quelle voie prendre. Il vient demander conseil à son professeur de philosophie qui finit par lui faire comprendre, au bout de quelques minutes de conversation, qu'il ne peut rien pour lui parce que lui seul est capable de prendre cette décision. Lui seul doit choisir un chemin, personne ne peut choisir à sa place. C'est à lui de prendre une direction, c'est à lui de faire un choix, aussi douloureux soit-il. Doit-il abandonner sa mère et s'engager dans la résistance ou bien doit-il rester auprès de sa mère, la soutenir par devoir filial, afin qu'elle ne s'effondre pas? Elle a déjà perdu un fils, il ne faudrait pas qu'elle en perde un second dans les combats de la résistance. Et quand je commente cette anecdote, j'ai cette phrase qui a souvent été commentée: quand je délibère, les jeux sont faits. Quand je délibère, les jeux sont faits. Que signifie cette phrase? Elle signifie tout simplement que la délibération est souvent une conduite de mauvaise foi. Nous parlerons de la mauvaise foi tout à l'heure, chère Valérie, si vous voulez bien. C'est une conduite de mauvaise foi. On fait semblant de délibérer. On fait semblant de peser le pour et le contre, mais en fait, on a déjà choisi. On a déjà choisi, on verra tout à l'heure cette idée de projet fondamental, de choix fondamental d'un individu. Donc la délibération, quand je délibère, les jeux sont faits, ça veut dire que la délibération est une fausse délibération. Je cherche à me rassurer. Je cherche à me rassurer. Et ce jeune homme, au fond, il ne cherchait pas un conseil. Il cherchait à ce qu'on lui confirme un choix qu'il avait déjà effectué. Un choix qu'il avait déjà effectué. Il veut se rassurer par ce choix. Donc la décision n'est jamais imposée par la situation elle-même, mais je me rassure en me masquant mon absolue liberté. Et nous allons parler bien sûr de l'angoisse du choix et de la difficulté d'être libre et de choisir un chemin dans l'existence. Alors cet épisode et ce coaching que vous venez de nous narrer nous a permis d'entrevoir la
philosophie qui vous a rendu célèbre, et à laquelle, cependant, vous avez été réduit, c'est-à-dire l'existentialisme. Une formule de votre ouvrage, l'existentialisme est un humanisme, est célébrissime. La plupart de ceux qui vous ont lu ou ceux qui vous abordent connaissent cette phrase. Oui. L'existence précède l'essence. Elle est pourtant loin d'être transparente. Je l'ai entendu citer l'autre jour dans un jeu télévisé. Donc, vous voyez, elle n'a pas disparu du paysage. Pourriez-vous nous présenter cette philosophie en ne retenant d'elle que les éléments qui sont les plus propres à faire de vous un guide, cher maître? On va tenter de le faire. C'est seulement au XXe siècle, en fait, quand on regarde un peu l'histoire des idées, que la notion d'existence a pris une place centrale en philosophie, avec ce courant qu'on a appelé existentialisme, dont j'ai formulé la thèse de façon particulièrement ramassée, elliptique, dans cette formule, l'existence précède l'essence. Avant le XXe siècle, les philosophes étaient presque tous essentialistes. L'opposé de l'existentialisme, c'est un mot qui n'est pas rentré dans le vocabulaire, mais qu'il faudrait faire entrer dans le vocabulaire, qui est le mot essentialisme. À l'exception peut-être de Kierkegaard et de Nietzsche au XIXe siècle, tous les philosophes étaient essentialistes. Et pourquoi ne s'appelaient-ils pas eux-mêmes essentialistes? Parce que quand tout le monde est essentialiste, c'est pas la peine de dire qu'on est essentialiste. On crée une étiquette en philosophie pour se différencier des autres courants philosophiques. Mais quand tout le monde a la même conception, il n'y a pas de mot pour désigner cette conception. Pour comprendre la formule « l'existence précède l'essence », qui en effet, chère Valérie, est peut-être un petit peu plus complexe qu'on ne le croit, même si cette étiquette essentialiste n'existait pas, on va partir de cette idée d'essentialisme. On va donc partir de cette thèse opposée. Que voudrait dire un philosophe? S'il avait écrit, personne ne l'a fait, mais tous ces philosophes que j'ai qualifiés d'essentialistes auraient pu écrire « l'essence précède l'existence », le contraire de la formule que j'ai utilisée. Moi j'ai dit « l'existence précède l'essence », les essentialistes diraient « l'essence précède l'existence ». Alors j'ai trouvé un exemple que je crois assez pédagogique, parce que j'ai quand même été professeur de philosophie et j'avais pratiqué l'art de faire passer des choses difficiles auprès de jeunes élèves. Je prends un exemple dans mon livre « L'existentialisme est un humanisme », je prends l'exemple qui est resté célèbre, l'exemple du coupe-papier. L'essentialiste, les essentialistes, c'est-à-dire l'immense majorité des philosophes d'Occident, depuis Platon jusqu'au XIXe siècle, ont supposé qu'il y avait un Dieu artisan. Ils étaient tous croyants, ils étaient tous théistes, ils avaient tous été élevés dans la religion chrétienne, à peu d'exceptions près. L'exception serait peut-être Spinoza, encore qu'il a été marqué aussi par cette religion. Donc l'essentialisme suppose un Dieu artisan qui fabrique l'homme, un peu comme un artisan fabrique un coupe-papier. Alors comment un artisan s'y prend-il pour fabriquer un coupe-papier? On ne parle pas de coupe-papier industriel, on parle d'un artisan qui fabrique. Comment s'y prend-il? Comment doit-il s'y prendre? Il n'a pas le choix. Pour fabriquer un coupe-papier ou n'importe quel objet manufacturé, il faut d'abord se représenter l'objet dans sa tête. Bien entendu, il faut avoir une idée de ce que va être cet objet. On doit donc imaginer l'ensemble de ses propriétés. Le coupe-papier, il est fait pour couper le papier. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'est le coupe-papier. On en utilise de moins en moins, peut-être pour ouvrir les enveloppes, mais comme on ne reçoit plus de courrier, on n'en a plus besoin. Autrefois, les livres étaient... les pages étaient reliées les unes aux autres. Il fallait un coupe-papier pour séparer les pages les unes des autres. Donc, on doit imaginer les propriétés. Pour couper le papier, il ne doit pas être en n'importe quel matériau, ce coupe-papier. Il doit être un matériau solide qui permet de couper le papier. On doit imaginer sa forme. Il doit être tranchant, bien sûr, sinon il ne sert à rien, etc., etc. Il est important de noter que, aussi grandes que soient les compétences de l'artisan, le coupe-papier qu'il va fabriquer, que j'appellerais le coupe-papier réel, qui va sortir de ses mains, va toujours lui paraître imparfait, décalé par rapport à l'idée qu'il avait dans sa tête. On est toujours un peu déçu par ce qu'on produit. Même la meilleure cuisinière du monde, pour prendre un autre exemple culinaire, estime que le plat qui sort de sa marmite ou de son four n'est pas tout à fait le plat qu'elle a rêvé avant de le produire. Donc ce modèle intellectuel, c'est le modèle qui a d'abord inspiré Platon, bien sûr. On est au cœur ici de la philosophie de Platon, même si je n'ai pas encore cité son nom. Le modèle de la théorie des idées de Platon, précisément.
Et c'est ce modèle de Platon qui a guidé pendant plus de 2 millénaires tous les philosophes, toutes les philosophies. Alors l'existentialisme, que fait-il? Il renverse cette thèse. Il renverse cette thèse, il affirme la primauté, dans tous les sens du mot primauté, la primauté de l'existence. Primauté signifiant à la fois l'antériorité, il y a d'abord de l'existence avant qu'il y ait des idées. Primauté signifie supériorité, l'objet ou le personnage réel existant est supérieur à l'idée que l'on se fait de lui, contrairement à la thèse essentialiste. Et puis, primauté au sens de l'élément déclencheur, c'est l'existence qui déclenche les idées. Et donc, dans mon existentialisme est un humanisme, j'écris cette phrase, si Dieu n'existe pas, donc c'est la condition, pour moi il n'y a d'existentialisme que athée, on pourra en reparler peut-être dans le débat, je sais bien qu'il y a eu des existentialistes chrétiens au XXe siècle, mais pour moi c'est une position quasiment intenable. Et donc j'écris dans mon petit livre l'existentialisme est un humanisme, si Dieu n'existe pas, conditionnel, il y a au moins un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et cet être, c'est l'homme. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je dis il y a au moins un être? Peut-être qu'il y a d'autres êtres, après tout peut-être que l'existence de l'arbre de l'eucalyptus qui est là au-dessus de vos têtes précède son essence, ou que son essence précède son existence, que sais-je. Bien. Donc pourquoi est-ce que je réserve à l'homme ce raisonnement? Pour une raison très simple, parce que c'est notre liberté qui est en jeu. Si nous avons une essence, c'est-à-dire des qualités, des propriétés, toute une série de déterminations qui précèdent notre existence, qui précèdent notre naissance elle-même, parce qu'un Dieu nous a pensé avant de nous faire passer à l'existence, avant de nous créer en quelque sorte, eh bien nous sommes des êtres programmés. Nous allons dérouler tout au long de notre vie les propriétés, on ne peut pas changer ces propriétés, c'est Dieu qui les a mis en nous, et on va dérouler le programme qui est lié à ces propriétés. Donc, ce qui est important et ce sur quoi j'insisterai, et qui n'a pas toujours été bien compris, même de mon vivant, c'est que en rejetant le modèle platonicien, ou alors le modèle que j'aimerais appeler peut-être platonico-chrétien, parce que c'est le même modèle, j'ai en même temps rejeté la science déterministe. On a longtemps cru que la science déterministe était une rupture avec l'ancienne religion, avec l'ancienne théologie. Moi, je ne pense pas du tout cela. Je pense que la science déterministe, elle applique à l'homme la même idée, au fond, de détermination, de causalité, que la religion. Il était d'autant plus important de faire cette remarque à l'époque qu'on vivait l'explosion de ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines qui, pour moi, ne sont pas des sciences de l'homme. Elles ne sont pas du tout des sciences de l'homme. Ces soi-disant sciences, qui sont même pas non seulement ce ne sont pas des sciences de l'homme, mais ce ne sont pas des sciences du tout, selon moi. On m'a beaucoup critiqué là-dessus, mais je suis prêt à répondre. Donc ces sciences telles que la psychologie ou la sociologie nous considèrent au fond, et on ne peut pas leur reprocher, parce que de leur point de vue, elles n'ont pas le choix. Elles nous considèrent comme des objets parmi tous les objets de la nature, soumis à la causalité, soumis à détermination, des objets déterminés parmi tous les objets déterminés de la nature. Et donc j'ai été, et je m'en flatte, j'ai été en un sens le premier philosophe, peut-être Kant l'avait fait, l'avait entrevu au XVIIIe siècle, mais je pense quand même que j'ai été, c'est pas excessif de dire que j'ai été le premier philosophe à comprendre que la science pouvait nous rendre aussi esclaves que les vieilles conceptions religieuses, que notre essence soit choisie par Dieu, ou qu'elle soit le fruit de la nature et des cycles naturels et des déterminismes de la nature depuis la nuit des temps, nous sommes des êtres programmés et nous ne disposons pas de la plus petite liberté. En revanche, si l'on gomme toute idée d'essence qui précéderait l'existence, de qualité, de propriété qui serait là avant que nous venions au monde, nous nous retrouvons en possession de nos vies. Il suffit d'abord, et je me cite, il suffit d'abord d'accepter l'idée que l'homme existe d'abord, qu'il se rencontre, qu'il surgit dans le monde et qu'il se définit après.
Voilà ce que veut dire l'existence précède l'essence. L'homme n'est d'abord rien, ai-je écrit. Il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Donc pour moi, cette idée de liberté, vous l'avez compris, et nous allons sans doute creuser grâce aux belles questions de Valérie, cette idée de liberté, elle est inséparable de l'idée de responsabilité. Et nous allons en parler. Voilà deux jolis mots qui aujourd'hui chantent à nos oreilles bien souvent. Le mot liberté et responsabilité, surtout le second, où je crois on s'interroge souvent. Si l'un est fantastique, le deuxième n'en découle pas forcément. Cependant, donc, si j'ai bien compris, cher maître, en nous dotant d'une liberté radicale, employant le mot, vous nous accordez ainsi une totale responsabilité. Vous avez parfaitement compris. Bien, alors pouvez-vous nous décrire aussi clairement que possible, comme vous le faites jusqu'ici d'ailleurs, la façon dont vous envisagez cette totale responsabilité? Ça nous intéresse d'autant plus aujourd'hui, puisque nous cherchons parfois les responsables. Merci de m'engager dans cette voie qui est essentielle dans ma philosophie et dans mon existentialisme. Je vous propose de partir de ces quelques lignes de mon livre, L'existentialisme est un humanisme, que je vais commenter rapidement. L'homme existe d'abord. C'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet, rien n'est au ciel intelligible et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Alors on s'est beaucoup étonné sur ces images, sur la mousse, la pourriture et le chou-fleur. Bon, pourquoi ai-je pris effectivement ces exemples un peu bizarres, je vous l'accorde. Pourquoi n'ai-je pas parlé plutôt de l'arbre? Parce que l'arbre est presque inexistant finalement. Hein. La mousse, la pourriture, le chou-fleur, ce sont vraiment des réalités à ras le sol, c'est le cas de le dire, et qui n'ont aucune autonomie, aucune initiative, contrairement à certains vivants. Donc l'homme se vit comme cette liberté, comme ce projet. L'homme se jette. J'ai souvent employé ce verbe se jeter. Il se jette vers l'avenir, et il se jette vers l'avenir à partir de rien. Mais c'est la logique même, parce que si je me jette vers l'avenir à partir de quelque chose, c'est-à-dire de quelque chose qui serait une essence, des propriétés que je n'ai pas choisies, je ne me jette pas vers l'avenir, je continue à dérouler un programme. Bien. Donc l'homme est projet. Alors cette notion de projet, elle est omniprésente dans mon livre L'existentialisme est un humanisme. Je n'en suis pas l'inventeur. Je l'ai trouvé chez un philosophe qui m'a marqué, que j'ai lu et qu'on commençait à beaucoup lire quand j'ai étudié la philosophie, qui est l'allemand Martin Heidegger. Qu'est-ce que signifie l'idée que l'homme est un projet? Ça signifie que l'homme se situe, je dirais, dans cette dimension de la créativité et qu'il part de rien pour se choisir lui-même. Alors comment s'effectue ce choix? Bien, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Il y a peut-être quelques exceptions, très rares. Vous connaissez peut-être autour de vous certaines personnes qui sont capables de vous dire « Oui, moi je me souviens très bien, c'est à l'âge de 8 ans ou de 12 ans ou de 15 ans que je me suis vraiment choisi, que j'ai choisi le chemin que j'ai toujours suivi depuis lors. C'était tel jour à telle heure et je m'en souviens parfaitement. » Peu d'entre nous peuvent se dire ça. Peu d'entre nous peuvent se dire ça. Est-ce à dire que nous n'avons pas de projet? Certainement pas. Certainement pas. Il paraît indiscutable pour moi que chaque homme s'est lancé vers l'avenir, se lance ou s'est lancé vers l'avenir, à partir de ce que j'ai appelé un projet fondamental. Qu'est-ce que c'est que ce projet fondamental? Ce projet fondamental, il n'apparaît, il ne devient visible, il ne devient évident que lorsqu'un homme arrive au terme de son existence. C'est dans ma pièce de théâtre Huis clos que l'héroïne Inès, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, dit à Garcin, le héros ou l'anti-héros de la pièce, cette phrase terrible: le trait est tiré, il faut faire la somme, tu n'es rien d'autre que ta vie. Démonstration par l'absurde. Quand on regarde le parcours d'un individu,
et que ce parcours est achevé, parce que cet individu a terminé son existence, il a quitté ce monde, son projet fondamental saute aux yeux de tout observateur impartial. Alors pourquoi faut-il attendre qu'un homme arrive au bout de sa vie pour comprendre son projet fondamental? Pour une raison très simple. Si nous savons cette liberté radicale, Valérie, que vous évoquiez tout à l'heure, je peux changer évidemment de projet fondamental. Et c'est là que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a été très importante pour moi. On a vu tout au long de la Seconde Guerre mondiale des hommes qui s'étaient choisis plutôt timorés, plutôt lâches, plutôt poltrons, et qui ont été capables de mourir en héros sous la torture pendant la résistance. Donc, tant qu'il reste à un homme, je dirais, un souffle de vie, il est capable de se lancer dans une direction qui contredit tout ce qu'il a fait depuis sa jeunesse, tout le chemin qu'il a parcouru. Et donc, c'est cette pièce huis clos qui apporte une démonstration par l'absurde. Garcin, l'anti-héros de ma pièce, se trouve mille excuses. Il a terminé sa vie. Alors il passe son temps à dire à ses deux protagonistes, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et il a en face de lui l'implacable Ignès qui ne cesse de lui répondre, tu n'es rien d'autre que ta vie. Le trait est tiré. Ta vie est terminée. Tu peux toujours te dire j'aurais pu. Tu as fait ce que tu as fait et rien d'autre. Tu t'es choisi tel que tu as voulu te choisir. Les héros de huis clos sont morts. Ils vivent dans un monde où la vie est définitivement achevée. Alors je ne crois pas personnellement à la survie de l'âme. J'avais besoin d'imaginer une existence post-mortem pour ma démonstration. Je me suis souvenu en écrivant huis clos d'une phrase que j'avais beaucoup appréciée, une phrase d'André Malraux que j'avais lue dans l'Espoir, le livre d'André Malraux, sorti en 1937. Cette phrase est très très belle. La tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. Tragédie de la mort, elle transforme la vie en destin. Tant qu'il reste un homme, un souffle de vie, il n'a pas de destin, il peut bifurquer, il peut choisir une route complètement différente de tout ce qu'il a fait depuis toujours. Donc notre projet fondamental, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peu d'individus sont capables de dire oui, moi je me souviens quand est-ce que j'ai bâti mon projet fondamental. Ça peut arriver. Je connais quelques personnes, j'en ai d'ailleurs cité une à Valérie quand nous nous sommes rencontrés pour préparer cette soirée, mais je ne citerai pas cette personne parce que c'est une personne qui est très très connue à la garde et je ne veux pas m'attirer d'ennui. Donc notre projet fondamental n'est pas conscient au sens strict, mais il n'est pas non plus inconscient, sinon j'ai toujours rejeté les thèses de la psychanalyse. Si nous sommes déterminés par un inconscient qui nous échappe totalement, je ne vois pas ce qui peut rester de la liberté d'un être humain. Donc notre projet n'est ni conscient ni inconscient, il est susceptible de devenir conscient. Il guide nos pas et nous en portons la totale responsabilité. Il faut donc que l'existence précède l'essence pour que la notion de liberté ait une signification, sinon elle n'a aucune signification. Et je me permets de me citer une fois de plus, si vraiment l'existence, je suis toujours dans le conditionnel, je suis prudent quand même, contrairement à ce qu'ont dit certains, si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. La responsabilité totale de son existence. Alors, je vais peut-être encore insister, ne m'en veuillez pas, ne vous énervez pas non plus, mais nous aimons beaucoup ce mot encore. Très bien, alors je vais peut-être même en profiter. Le mot responsabilité vient encore me triturer l'oreille et c'est un mot que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup, surtout quand elle est totale. Ça, c'est assez rare, donc ça mérite d'être souligné. Et sans limite, qui plus est. Cependant, n'a-t-elle pas quelque chose d'angoissant pour que certains, parfois, l'oublient ? Alors c'est tout à fait exact. Je disais tout à l'heure, j'ai peut-être eu quelques prédécesseurs au XIXe siècle, le danois Kierkegaard et l'allemand Nietzsche. Mais c'est Kierkegaard qui m'a marqué. Il était assez peu lu et assez peu connu à mon époque. Vous avez chez Kierkegaard un très très bel exemple. Un exemple qui m'a beaucoup influencé, que j'ai commenté à plusieurs reprises et que
que je vais commenter devant vous ce soir, c'est l'exemple d'Abraham. Tout le monde connaît plus ou moins, même si aujourd'hui la culture religieuse est en perte de vitesse, mais elle reste quand même présente chez les gens de ma génération qui sont les plus nombreux devant moi. L'exemple d'Abraham. Donc la Bible nous raconte comment Abraham, le chef des Hébreux, homme d'une piété, d'une fidélité à Dieu exemplaire, qui prie matin, midi et soir, en se promenant dans le désert, au moment où il a à prendre de graves décisions pour son peuple, entend la voix de Dieu. Abraham entend la voix de Dieu et Dieu lui donne un ordre un peu bizarre, il faut bien le reconnaître. Dieu lui dit, si tu veux que je t'aide et que je t'aide à sauver ton peuple, tu dois sacrifier ton fils aîné. Tu dois le sacrifier comme on sacrifie un mouton, ça veut dire que tu dois l'égorger tout simplement. Bien. Alors généralement, comment on a interprété cet exemple, cette anecdote tragique? La lecture qui en est faite le plus souvent est la suivante. Abraham est un croyant, Abraham a une fidélité, une piété exemplaire. Dieu lui donne un ordre. Comment voulez-vous que le pauvre Abraham refuse l'ordre de Dieu? C'est impensable. Donc il n'a pas de liberté. Il n'a pas de choix, Abraham. Dieu lui donne un ordre, il va exécuter cet ordre aussi difficile que ça soit. Et vous savez que, heureusement, Dieu est bienveillant, il arrête le couteau d'Abraham au moment, il y a de très beaux tableaux de la Renaissance qui ont montré cela. Il arrête le couteau d'Abraham et le fils ne sera pas sacrifié, et heureusement pour le fils. Bien. Comment est-ce que Kierkegaard a interprété cet exemple de façon absolument magnifique? Kierkegaard nous dit, mais non, on se trompe complètement. Abraham a tout à fait le choix. Où il est le choix d'Abraham? Le choix d'Abraham, c'est d'avoir décidé que c'est bien Dieu qui lui a donné cet ordre dans le désert. C'est bien la voix de Dieu. C'est lui qui a choisi cela. Comment il sait que c'est la voix de Dieu? Quelle certitude peut-il avoir? Vous savez qu'Abraham a vécu jusqu'à 800 ans, si ma culture religieuse est bonne. Abraham aurait pu se dire « Oh, j'ai un début d'Alzheimer !» Il aurait pu se dire « J'entends des voix !» Il aurait pu se dire « Il y a un couillon d'hébreu qui est en train de me faire une blague derrière les fourrés et qui veut me faire croire que Dieu me parle. » Il y avait 1000 hypothèses possibles entre lesquelles Abraham a choisi. Donc Abraham a le choix, non pas une fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il n'a plus le choix, bien entendu, il est croyant, il est fidèle à Dieu, il va exécuter l'ordre de Dieu. Mais il a le choix avant, au moment où il interprète l'ordre reçu. Et voyez comment cet exemple est en même temps, et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu et que j'ai si souvent commenté, remplacer Abraham par les Allemands, remplacer Dieu par Adolf Hitler. Qu'ont dit les Allemands après la mort de Hitler? On a obéi à l'ordre du chef, relisez Eichmann à Jérusalem, de la grande Hannah Arendt. Donc les Allemands ont dit, on n'avait pas le choix, on avait un chef légitime, on lui a obéi. La question c'est de savoir, est-ce que vous êtes certain que c'était bien un chef légitime? Est-ce que vous êtes certain que c'est un chef qui était légitimement apte à vous donner des ordres? Voilà, là résidait la liberté en réalité des Allemands. Une fois qu'on a décidé ça, bien entendu, on ne va pas désobéir aux ordres d'un chef légitime. Ce serait être anarchiste ou être révolutionnaire. Bien. Donc vous voyez, très beau cet exemple. Et je conclus cette analyse dans l'existentialisme est un humanisme en écrivant « Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Il n'est écrit nulle part. C'est moi qui décide que les commandements méritent d'être suivis, c'est Abraham qui décide que c'est bien Dieu qui lui parle, mais c'est une décision entièrement libre et entièrement responsable de celui qui écoute la voix ou qui écoute l'ordre. Donc, recevoir un ordre ne m'enlève pas la plus petite once de liberté. Jamais je ne peux me réfugier derrière l'idée « on m'a imposé ». On m'a imposé cela, c'est le chef qui m'a imposé cela. Et moi qui ai fait partie de cette génération qui faisait encore son service militaire, j'ai eu de temps en temps, bien sûr, quand on pratiquait le tir dans les champs de tir, c'était aux bonnes herbes, là, au pied du Mont Côme, il m'est arrivé, pendant une fraction de seconde, de me dire,
ça serait quand même sympathique de retourner ton pistolet mitrailleur sur ton adjudant-chef que tu détestes et te faire penser que j'ai commis une erreur de tir. Si je suis là devant vous, c'est que je ne l'ai pas fait, bien entendu. Je ne l'ai pas fait. Donc, bien sûr, la question c'est de savoir si mon adjudant-chef était habilité à me donner des ordres et habilité à me dire qu'il faut tirer en visant la cible, et que c'est ma liberté totale d'avoir suivi cet ordre au lieu d'avoir retourné le pistolet mitrailleur sur lui et de lui avoir éclaté la tête. C'est ma totale responsabilité. Voilà ce que je voulais dire et ce que Kierkegaard a remarquablement décrit avec cet exemple d'Abraham. Chère Valérie. Alors, je vais encore insister. Quant aux voiles, reviendront pour Jeanne d'Arc beaucoup plus tard. Elles se sont vengées apparemment. Alors, je vais encore insister sur la liberté et notamment sur le mot que j'ai évoqué dans la question précédente, sur l'angoisse qui est liée donc notamment à cette totale responsabilité que nous avons si souvent et parfois même de la mauvaise foi. Cette mauvaise foi joue un rôle majeur dans votre théâtre et dans vos romans. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est être de mauvaise foi? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Et notre public, certainement pas, très peu en tout cas. Et pourquoi nous le sommes si souvent, pour certains en tout cas. Ne sous-estimez pas notre public, chère Valérie. Ne lui prêtez pas votre ignorance. C'est normal. Pardon, Valérie. Pardon. Non. Je suis vraiment désolé. Donc, la mauvaise foi, oui, c'est une thématique qui a eu beaucoup de succès chez mes lecteurs. Cette absolue liberté dont nous venons de parler, elle est évidemment très lourde, je le conçois, elle est lourde à porter. Je l'ai même parfois présentée comme une condamnation. Nous sommes condamnés à être libres, une sorte de condamnation à la liberté. Nous sommes condamnés à être libres. Alors il n'y a rien d'étonnant, et je ne suis pas quelqu'un qui juge, comme on l'a souvent dit. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'homme cherche à se masquer son libre arbitre. Tout à fait compréhensible. Le contraire serait même étonnant. Alors comment le fait-il? Comment se masque-t-il sa liberté? Il peut le faire en imaginant qu'il refuse de choisir, en oubliant que ne pas choisir, c'est encore choisir. On choisit toujours. Quelqu'un qui s'abstient de voter à une élection, on vote quand même. Hein? On ne peut pas ne pas voter, puisque s'abstenir, c'est encore prendre une décision électorale. Bien. Donc il le fait le plus souvent en ayant recours aux excuses du déterminisme, aux excuses de la nature, aux excuses du tempérament, aux excuses de la famille, aux excuses du groupe social, aux caractéristiques innées que l'individu n'a pas choisies. Et c'est là que l'individu s'installe dans ce que j'ai appelé la mauvaise foi. Quand l'individu accusé de lâcheté, c'est un exemple que j'ai souvent pris et encore une fois on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était un exemple qui était d'actualité. Quand l'individu accusé de lâcheté se réfugie dans l'excuse d'un tempérament timoré, ben vous savez, moi je sais pas pourquoi, je suis né comme ça. Déjà j'avais la trouille dès qu'un copain a levé la voix dans la cour de récréation. Bon, je suis un poltronné, j'ai pas choisi, c'est comme ça, c'est ma maman qui m'a fait comme ça. Bon. Eh bien, lorsqu'un individu a recours à ce tempérament, eh bien, il est de mauvaise foi. Et je lui réponds, un tempérament n'est pas un acte. Et je lui réponds, le lâche est défini à partir de l'acte qu'il a fait. Tant que le tempérament ne débouche pas sur un acte, effectivement, on peut, à la limite, considérer qu'il y a une certaine nature poltrone ou lâche de l'individu. Mais entre le tempérament et l'acte, il y a le libre arbitre, il y a la décision, il y a le projet, il y a le fait de dire oui ou non à son tempérament. Encore une fois, la période de l'occupation allemande et de la guerre m'a beaucoup appris, d'où ma phrase parfois qui m'a été critiquée parce qu'elle a été très mal comprise. Les Français n'ont jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Bon, c'était pas l'apologie de l'occupation allemande, bien entendu. C'était l'idée que dans ces périodes troublées, on est obligé, on ne peut pas ne faire des choix, de faire de choix. Quand les périodes sont tranquilles, paisibles, routinières, on peut se masquer sa responsabilité. Mais quand on est dans des périodes aussi tragiques, aussi intenses, où il faut prendre un chemin ou un autre, on ne peut pas rester entre les deux, puisqu'encore une fois, ne pas choisir, c'est encore choisir, eh bien, on s'aperçoit effectivement de cette liberté. Donc l'homme, je me cite à nouveau, n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes, il n'est rien d'autre que sa vie,
Et donc, un tempérament n'est pas un acte. Le lâche est défini à partir de l'acte qu'il commet. Voilà, chère Valérie, pour la mauvaise foi. D'accord, très bien. Alors, comme l'a écrit Francis Lemarque, dans une chanson que tout le monde a dû entendre un jour, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Merci beaucoup. Rattrapé tout à l'heure, c'est pas facile. Donc, vous venez d'évoquer le rôle que joue parfois l'imagination dans les constructions que nous opérons pour nous masquer notre liberté. Imaginer, est-ce nécessairement être de mauvaise foi? Alors c'est une très belle question. Non, bien sûr. Ce n'est pas nécessairement être de mauvaise foi, mais l'imagination, c'est un outil majeur dans les conduites de mauvaise foi. C'est pourquoi j'ai consacré 2 ouvrages à l'imagination avant d'avoir écrit L'existentialisme est un humanisme. J'ai écrit L'imagination en 1936, suivi de L'imaginaire en 1940. Ce ne sont pas les livres les plus cités dans mon œuvre et ils sont pourtant importants. Ces 2 livres ont préparé les interrogations que j'ai développées quelques années plus tard dans L'existentialisme est un humanisme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ces ouvrages? Je me suis inspiré de Husserl. Husserl, le créateur de la phénoménologie. Alors, je sais que dans ce même espace, on a évoqué la phénoménologie de l'esprit de Hegel et que Hegel vous a fait remarquer que le mot phénoménologie dans phénoménologie de l'esprit n'a pas du tout le même sens qu'il a pris au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est la phénoménologie? On peut la définir très simplement et de quelques mots. La phénoménologie, c'est la thèse selon laquelle le monde est d'abord à l'intérieur de la conscience. Le monde n'est pas dehors. Le monde, en ce moment, chacun d'entre vous voit cette esplanade, non pas à l'extérieur de lui, mais dans sa tête, sur sa rétine, dans ses neurones et donc dans sa conscience. Le monde est d'abord une réalité interne pour un être conscient. Et donc c'est par un acte que Husserl appelait l'intentionnalité que ce qui est à l'intérieur de moi, je décide de le mettre dehors et de le considérer comme la réalité. C'est un choix, c'est une décision et on comprend pourquoi j'ai pu me retrouver dans cette phénoménologie de Husserl. Et c'est dans la lignée de Husserl que j'ai élaboré la théorie de l'imagination que je viens de résumer et j'ai ajouté l'idée de responsabilité à Husserl. Alors pour vous faire comprendre ça de façon peut-être un peu plus claire, rappelez-vous l'anecdote du jeune homme qui vient de me demander conseil. Est-ce qu'il doit rester, soutenir sa mère dépressive? Est-ce qu'il doit s'engager dans la résistance? Alors je vais ajouter un élément pour vous éclairer, un élément imaginaire pour compléter, qui n'est pas dans mon œuvre L'existentialisme est un humanisme. Imaginons l'imagination. Imaginons ce jeune homme qui a demandé conseil à son professeur. Son professeur l'a envoyé promener, passez-moi l'expression, en lui disant « mais c'est à toi de choisir, moi je peux rien pour toi, c'est ton choix, c'est ta vie, personne ne peut choisir à ta place. » Ce jeune homme rentre chez lui, le soir il se couche, et toute la nuit, il passe une nuit blanche épouvantable, et toute la nuit, il voit dans son imagination sa mère au fond du trou, dépressive, prenant des cachets et finissant peut-être même par se suicider. Au petit matin, ce jeune homme se dit quoi? Il se dit, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Si je pars, ma mère va s'effondrer, je dois rester auprès de ma mère plutôt que de m'engager dans la résistance. Alors il faudrait demander à ce jeune homme la chose suivante: qui est le metteur en scène du film que vous avez projeté toute la nuit, jeune homme, sur l'écran noir de vos nuits blanches, comme disait le grand Nougaro? Qui est le réalisateur du film? Qui a projeté ces images? C'est vous le réalisateur, personne d'autre. C'est vous qui avez fait défiler dans votre tête ces images, alors que vous ne savez pas en fait quelle va être la réaction de votre mère si vous vous engagez dans la résistance. Imaginons que cette mère souffre du fait d'avoir un Tanguy à la maison. À 30 ans, elle est encore chez maman, elle n'en peut plus. Comment savoir si cette mère ne va pas ouvrir le champagne dès que son fils va foutre le camp? Enfin, tranquille. Il n'en sait rien, il imagine ce qui va se passer, il n'en sait rien du tout. Et donc, il se passe ce film,
et au petit matin, il va se dire, ben, j'ai pas le choix, je vais rester près de ma mère. C'est de la mauvaise foi absolue. C'est son imagination qui a poussé ce jeune homme à prendre sa décision. Il n'est pas du tout déterminé par son imagination, il est le maître de son imaginaire. Il est le projectionniste du film qui a défilé dans sa tête toute la nuit. Et donc, sa liberté n'est pas entravée d'un pouce par cet événement. Ainsi, imaginer, ça n'est pas être de mauvaise foi, mais imaginer en oubliant qu'on imagine, imaginer en oubliant que c'est nous qui imaginons, c'est la stratégie privilégiée de la mauvaise foi. Alors j'aimerais illustrer ce que je viens de dire par une phrase de Pascal que j'aime beaucoup. Je vous en fais cadeau, cher public, ce soir. C'est une de mes phrases préférées. On croit ce qu'on voit, mais on ne voit que ce qu'on regarde, et on ne regarde que ce qu'on veut. Elle est trop belle, je vous la relis. On croit ce qu'on voit, mais on ne voit que ce qu'on regarde, et on ne regarde que ce qu'on veut. Voilà donc le contraire même de la mauvaise foi chez le grand Pascal. Merci mon cher Jean-Paul Sartre. Cependant, savez-vous qu'à côté de l'imagination, il existe une stratégie utilisée par la mauvaise foi? Ce sont les passions, les émotions qui nous submergeraient et qui nous contraindraient à commettre des actes qui ne relèveraient pas de notre liberté. Donc par rapport à ce que vous avez dit, vous avez consacré un bref ouvrage à cette autre stratégie, Esquisse d'une théorie des émotions. En 1938, pouvez-vous nous en résumer les thèses, s'il vous plaît? Alors merci de rappeler ce petit livre, qui est peut-être un des plus beaux petits livres que j'ai écrit. 1938, donc c'est bien avant l'existentialisme et l'humanisme. Dans ce livre, je me réclame du courant phénoménologique que je viens d'exposer dans ma précédente réponse à votre question, où Searle entend rétablir le primat de la conscience et définit l'émotion comme un acte de la conscience. L'émotion, c'est d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur de ma conscience et que je vais ensuite, d'une certaine manière, projeter, réaliser dans le monde extérieur. Et donc, l'émotion quitte ainsi le domaine de l'irrationnel dans mon petit livre, L'esquisse d'une théorie des émotions. Le propre de la conscience est de signifier le monde, de donner un sens au monde. C'est pas d'en recevoir passivement les caractéristiques du monde. C'est cette donation de sens que j'ai repérée dans la conduite émotionnelle. Être dans l'émotion, c'est choisir d'une certaine manière, d'interpréter d'une certaine manière la réalité. L'émotion, c'est pour moi ce que j'ai appelé, dans mon esquisse d'une théorie des émotions, une conduite magique. Pourquoi magique? Parce que face au constat de l'impossibilité de changer la réalité, ne pouvant pas changer la réalité, je change mon image de la réalité par mon émotion. Et j'ai pris un exemple limite qui m'a souvent été critiqué, mais je maintiens cet exemple. Je continue à croire que je n'avais pas tout à fait tort en disant cela. C'est l'exemple limite, évidemment, de l'évanouissement. Mon idée, c'est que, il peut y avoir des exceptions, je l'accepte, mais que généralement, on se jette au fond dans l'évanouissement. C'est une conduite magique, c'est une conduite très intelligente, si on réfléchit bien. Imaginez un candidat face à un examinateur, il a fait des impasses considérables, l'examinateur l'interroge sur un sujet sur lequel il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime l'examinateur, non pas en sortant sa Kalachnikov, encore qu'aujourd'hui ce type de conduite serait vraisemblable, mais il supprime l'examinateur en s'évanouissant. Je m'évanouis, l'examinateur a disparu, il n'y a plus d'examinateur, il n'y a plus d'examen, donc il n'y a plus d'impasse, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'angoisse. C'est une conduite magique et c'est une conduite effectivement de mauvaise foi, puisque ne pouvant affronter la transformation du monde, je vais le transformer magiquement par l'émotion. Et j'ai écrit cette formule, dans l'émotion, c'est le corps qui, dirigé par la conscience, change ses rapports au monde pour que le monde change ses qualités. L'émotion, conduite magique, je change mon rapport au monde pour que le monde change ses qualités. Donc je reste fidèle dans l'esquisse d'une théorie des émotions à ma thèse de la liberté radicale de l'être humain,
même si ça a été écrit avant l'existentialisme et son humanisme, c'est je suis d'abord une conscience qui vise le monde et je suis une conscience qui porte l'entière responsabilité de son interprétation du réel. Je reviens sur l'exemple d'Abraham, revisité par l'histoire avec l'exemple de l'Allemagne nazie. Les Allemands interprètent le personnage d'Hitler, c'est une libre interprétation. Est-ce que c'est un chef légitime avec des idées sensées qui veut nous mener dans une direction qui mérite d'être suivie? Est-ce que c'est un paranoïaque dangereux? C'est à partir de cette interprétation que font les Allemands qu'ils vont se prendre telle ou telle direction. Donc voilà pourquoi, effectivement, les émotions ne sont pas, je dirais, le contraire de la liberté. Je garde, à travers mes émotions, une totale responsabilité. Je conçois que la thèse peut troubler certaines personnes. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un oui, mais. Et pour que je comprenne mieux, que je sois moins ignorante pour l'année prochaine peut-être, j'aimerais vous poser encore une question. On peut rêver, Valérie. Oui, on peut rêver, rêvons. Merci beaucoup. C'est important d'être soutenu. N'est-ce pas autrui le regard et le jugement de l'autre qui m'interdit le plus souvent d'être de mauvaise foi? Et s'il en est bien ainsi, est-ce que je n'en veux pas à autrui pour cela, d'une part? Et n'avez-vous pas écrit dans votre pièce huis clos, l'enfer, c'est les autres? Cette phrase a-t-elle été bien comprise? Elle fait partie des phrases souvent citées et qui ne sont pas forcément parmi les mieux comprises. Mon point de départ, sur ce plan-là comme sur bien d'autres, ce sont les pages de Hegel que nous citions tout à l'heure dans sa Phénoménologie de l'esprit, texte sublime, écrit en 1806. On venait de découvrir Hegel en France, je fais partie de ces philosophes français qui ont eu la chance de découvrir Hegel, qui était pratiquement inconnu au milieu du XXe siècle en France, quand j'ai fait mes études de philosophie. Que dit Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit? Je ne sais pas s'il y a eu l'occasion de développer ça avec vous la semaine dernière, peut-être pas. Il a cette phrase très violente: toute conscience cherche la mort de l'autre conscience. Alors, cette idée, je ne vais pas la commenter directement, je vais commenter l'interprétation que j'ai donnée de cette formule. J'ai repris cette idée de lutte à mort dans l'ouvrage qui m'a fait connaître en philosophie, qui s'appelle L'être et le néant, en 1943. Et je la formule en ces termes: le conflit, et j'écris dans L'être et le néant, le conflit est le sens originel de l'être pour autrui. Le sens originel. Nous sommes d'abord avec autrui dans un rapport conflictuel. On est très loin du peace and love des années 60 et de certaines idéologies contemporaines. Il y a d'abord le conflit, le face-à-face, l'affrontement. C'est ce que disait Hegel. Toute conscience cherche la mort de l'autre conscience. C'est ce que j'ai repris. J'ai une originalité par rapport au grand Hegel. J'ai centré mon analyse sur le regard, sur le corps. Qu'est-ce qu'autrui voit de moi? Il ne voit pas ma conscience. Descartes l'avait parfaitement compris cela dès le XVIIe siècle. Ma conscience est totalement invisible. Ce qui se passe à l'intérieur de moi échappe à tout le monde. Je suis invisible en tant qu'être conscient. Qu'est-ce qu'autrui voit de moi? Mon apparence physique, mon corps. Et je sens bien que lorsqu'autrui me regarde, il ne voit que mon corps objet donc, auquel il va me réduire presque inévitablement. Nous préférons bien sûr un regard valorisant à un regard méprisant, mais même le regard le plus flatteur me chosifie d'une certaine manière. Et j'ai écrit cette formule: l'âme d'autrui est séparée de la mienne par toute la distance qui sépare mon être de mon corps, puis mon corps du corps d'autrui, enfin le corps d'autrui de son âme. Voilà toutes ces séparations. Nous nous sentons menacés. Alors certains ont dit, bon, c'est une thèse inspirée par une certaine paranoïa, ou un problème psychologique de Jean-Paul Sartre. Je ne pense pas. Et puis, admettons même que j'ai eu quelques problèmes psychologiques par rapport au regard de mes semblables. Est-ce que oui ou non j'ai réussi à en faire une thèse philosophique, c'est-à-dire universelle? C'est la seule chose qui compte, peu importe l'origine de mon discours. Alors j'ai illustré dans ma pièce huis clos, que j'ai déjà citée tout à l'heure, les réflexions développées dans L'être et le néant. D'où cette phrase: l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres signifie que l'autre me regarde, il m'objective, je suis
en danger par rapport à ce regard de l'autre, et je me venge en quelque sorte. Comment? En l'objectivant à mon tour. Hein, un jeu, un combat d'objectivation. Tu me chosifies, je te chosifie, tu me rechosifies, je te rechosifie, et ainsi de suite. Et évidemment, c'est sans issue. Dans ce combat des images, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. C'est pas en se chosifiant à tour de rôle qu'on va s'en sortir. C'est seulement dans l'action et l'action libre qu'on peut sortir de ce piège des jugements et de ce piège du regard. Je continue, mais j'ai un peu peur de ce que je vais dire là maintenant, parce que oui, c'est jamais bon. Alors ça va. Donc non. En plus, c'est une phrase bienveillante. Parce que si l'enfer c'est les autres, il y a des fois des gens exceptionnels qui le destin vous met sur votre route. Et M. Philippe Granarolo, par exemple, qui m'a permis d'aborder les pensées des philosophes et de découvrir leur écriture et leur esprit. Ne profitez pas de son absence pour dire n'importe quoi. Du tout, mais je sais que le vent lui portera. Les idées, c'est comme les livres, ça circule avec le vent beaucoup plus. Donc je commence enfin à comprendre l'importance de ce thème du regard dans votre philosophie. Je l'ai dit tout doucement. Mais j'aimerais que vous approfondissiez ce que vous venez d'exprimer, pour notre public et pour moi, pour que je comprenne un peu mieux. Très volontiers, chère Valérie. Je crois que c'est important et ça mérite effectivement un approfondissement. Donc Descartes l'avait compris, et Descartes m'a beaucoup marqué. Certains ont dit que je n'ai fait que reprendre les grandes idées de Descartes, et c'est en partie exact. Et je les ai reprises parce que je les ai trouvées reprises par Husserl dans sa phénoménologie. Husserl était venu prononcer à Paris des méditations cartésiennes en 1929. Ça a été un grand moment de la philosophie européenne. Donc Descartes l'avait compris le premier, nous nous percevons comme tout puissants à l'intérieur de notre conscience. Je suis invisible, personne ne sait ce que je pense, je suis une sorte de Dieu à l'intérieur de ma conscience. C'est ce que Hegel avait compris le premier, hein, d'où je veux la mort de l'autre conscience, parce qu'elle me menace par rapport à ça. Et je tombe de mon piédestal dès que je comprends que les autres me voient. En tant que conscience, je suis à l'abri du monde, à l'abri des autres, à l'abri du regard des autres. Le corps me rend vulnérable. Avec mon corps, je suis dehors, j'écris. Je suis à la merci du regard des autres, à la merci des jugements des autres. On sait à quel point cela peut engendrer de véritables pathologies. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique, je dirais, psychiatrique. Hein. J'universalise ma réflexion. Donc, du fait de mon corps, je suis un objet parmi les objets et j'en veux à autrui de me découvrir en tant qu'objet. Alors, j'ai pris dans mon livre L'être et le néant un exemple qui est resté célèbre, que je vous résume. Imaginez un mari jaloux qui rentre chez lui un peu à l'improviste. Il ouvre la porte et la porte de la cuisine est fermée et il entend des voix dans cette cuisine et il entend son épouse qui est en dialogue avec un autre homme. C'est un mari jaloux, il est inquiet, il se demande si sa femme n'a pas profité de son absence pour le tromper. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à quatre pattes, il regarde par le trou de la serrure, il est tout entier dans ce qu'il voit. Il ne se juge pas jaloux, il est tout entier dans la scène qu'il regarde. Hein. Que va faire sa femme avec le facteur ou le voisin de palier? Bon. Et puis tout d'un coup, ce mari jaloux, il croit entendre, peut-être qu'il rêve, il croit entendre la porte d'entrée qui s'ouvre. Et tout d'un coup, tout change, la situation change à 100%. Bon. Il était tout entier dans la scène observée, et maintenant, il se voit voyant, il se voit regardant. Le regard d'autrui, lui fait apparaître comme ce qu'il est, un individu jaloux dans cette position minable d'être à quatre pattes devant une porte pour regarder par le trou de la serrure. Voilà. Donc c'est ça l'idée de ce regard d'autrui qui me juge. L'homme jaloux ne se juge pas jaloux, il est tout entier dans la scène qu'il observe et il va se sentir jaloux quand il imagine qu'un regard d'autrui se pose sur lui. Autrement dit, je n'ai jamais honte de regarder quoi que ce soit. Autrement dit, je traduis, je n'ai jamais honte d'être une conscience qui regarde, qui juge et qui donne un sens au monde. Mais j'ai honte qu'on me regarde en train de regarder. Philippe Granarolo me racontait, quand nous préparons cette émission, qu'il aimait donner des travaux pratiques. Je trouvais que c'était une belle idée. Je n'ai pas eu cette idée moi-même quand j'enseignais la philosophie. Philippe Granarolo me racontait qu'il y avait à Toulon, à l'époque, des vieux Toulonnais,
Lyonnais s'en souviennent peut-être, dans la rue près de la Poste, il y avait un cinéma porno qui s'appelait le Rex, avec des affiches très suggestives. Et Philippe Granarolo avait dit à ses étudiants, allez vous installer près du cinéma Rex, attendez qu'un homme, c'était souvent des hommes d'un certain âge, se positionne devant les affiches, se délecte devant les nudités qu'il a sous les yeux, et approchez-vous de lui, et à 7 ou 8, regardez-le fixement dans la nuque. Je ne sais pas s'ils ont pratiqué cet exercice, ils auraient dû, parce qu'ils auraient beaucoup appris. Tout d'un coup, cet homme se voit regardant. Et s'il était normalement constitué, il partait en courant, bien sûr. Fini la délectation des femmes nues. Donc, c'est le regard d'autrui qui me découvre, qui découvre l'intentionnalité de ma conscience. Autrui m'apparaît comme juge. On pense au célébrissime vers de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Caïn vient de tuer son frère Abel, et il se sent regardé alors que personne ne le regarde. Qui est ce regard qui regarde Caïn? Est-ce le regard de Caïn lui-même, post-mortem? Est-ce le regard de Dieu? Beaucoup d'interprétations sont possibles. Donc autrui, en me regardant, fait que je m'apparais à moi-même comme ayant un corps, comme étant visible. Alors là, je vais, comme c'est la dernière agora, Jean-Paul Sartre va oser vous poser une question qui va peut-être déranger certains d'entre vous. Vous allez m'en vouloir pour tout le reste de l'été, mais tant pis. Quel est l'objet qui vous échappe totalement à cet instant sur cette esplanade? Totalement. Quel est l'objet? Il y en a un seul. Quel est l'objet qui vous échappe totalement sur cette esplanade? Répondez, s'il vous plaît. Vous êtes tous d'une mauvaise foi exemplaire, ce qui me conforte dans ma philosophie. Cet objet qui vous échappe à 100%, c'est votre visage. Vous allez en rêver cette nuit, hein? Et oui, c'est terrible quand on y pense. Tout le monde voit votre visage, sauf vous. C'est terrifiant. Mon visage se donne à autrui et moi, je ne vois pas mon propre visage. C'est terrible, ça. Quand je suis une conscience, je suis puissant, je suis à l'abri du monde, je suis à l'abri des autres. Par mon corps, je deviens une chose visible, je deviens un objet parmi les objets et j'en veux à autrui de me découvrir comme cet objet. Donc, je vais jusqu'à dire qu'autrui m'aliène. L'aliénation était à la mode à mon époque. Dès que je suis vu par autrui, je ne m'appartiens plus. Je suis dépossédé de mon identité première, qui est le fait d'être tout-puissant en tant que conscient. Alors on peut réagir à ça, bien sûr. On peut réagir par la fierté. C'est une objection qui m'a été faite et j'ai répondu, la fierté, c'est l'objectivité assumée. C'est l'objectivité assumée. Celui qui est fier, se sent encore menacé, il réagit de cette façon-là. On peut penser à la phrase extraordinaire de Danton, on va lui couper la tête et... Danton dit, vous connaissez toute cette phrase, « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Donc autrui me juge, autrui fait de moi un objet, autrui m'aliène. Je me sens en danger par rapport à autrui, d'autant plus qu'autrui, quand il m'aliène, m'apparaît comme un sujet doté de liberté. C'est lui qui a retrouvé cette liberté dont je suis dépossédé. Alors cela explique par exemple la torture, j'ai souvent pris cet exemple. Pourquoi est-ce que le bourreau... Très souvent, on arrive à crever les yeux de sa victime parce qu'il ne supporte pas d'être regardé par sa victime, parce qu'être regardé, c'est être jugé, c'est être perçu dans sa nature de bourreau, et donc il va essayer de briser ce regard, de tuer ce regard, ce qui est une tâche impossible parce que jamais je ne peux empêcher l'autre de me juger. Et Philippe Granarolo me racontait, quand nous préparons cette émission, un exemple qui m'a intéressé. Je vais vous en faire profiter. Il me racontait qu'il a habité un certain nombre d'années avant de s'installer à la Garde, dans un petit lotissement du quartier du Pont du Sud à Toulon. Et il y avait donc des villas qui se faisaient face dans ce lotissement. Et qu'il avait observé une scène qui se reproduisait régulièrement, qui était la suivante, et vous avez peut-être déjà observé des scènes de ce genre. Dans deux villas qui se faisaient face, il y avait de jeunes enfants qui avaient 6-7 ans, qui étaient derrière le portail, qui avaient l'interdiction absolue de sortir.
Et il a observé ses enfants en train de s'injurier. Et ta mère, et toi tu t'es pas vu, et tu ressembles à rien. Et qu'est-ce qu'il a observé? Que tant que les parents ne venaient pas les saisir par le col pour les ramener de force à la maison, ça continuait. Si les parents n'intervenaient pas, à minuit, les enfants étaient encore en train de s'agresser par des injures. Et pourquoi? Parce qu'aucun des deux enfants ne voulait rester dans la position du juger, du regarder. Il fallait impérativement, donc ça donne raison complètement à ma philosophie, cet exemple, il fallait récupérer la situation de jugeant, la situation de regardant, et donc ne pas répondre, ou être le dernier qui a été, je dirais, agressé par des paroles sans réagir à son tour, était le perdant dans cette histoire, et personne ne voulait être le perdant. Donc voilà une petite anecdote que j'ai bien appréciée, et qui donne raison à ma philosophie. Alors, mon cher Sartre, c'est certainement ma dernière question. Ah, ça arrive malheureusement. Oui, hein. oui, il faut une fin pour qu'il y ait un autre début. Dans les plus belles soirées. Voilà, exactement. Mais ma soirée a déjà été excellente. Oh, je vous remercie. Merci, cher Valérie. Et donc, pour la finir, dernière question, si vous le voulez bien. Qu'aimeriez-vous nous dire en conclusion de ce coaching? Quel mot d'ordre le coaching de Jean-Paul Sartre nous donnerait-il s'il voulait nous aider à améliorer nos existences? Et Dieu sait si nous en avons besoin. Alors, question redoutable, chère Valérie. Et au premier abord, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas caché, et j'ai souvent eu à répondre à cette interrogation. Au premier abord, ma thèse de la liberté radicale, inséparable de notre responsabilité que vous avez qualifiée de totale, et c'est tout à fait juste, au départ, cette thèse a quelque chose d'angoissant. Il y a l'angoisse qui est au centre de la philosophie de Kierkegaard au XIXe siècle, qui m'a beaucoup marqué. Et donc on pourrait penser facilement que mon philosophie, mon existentialisme, puisque c'est de ça dont on a parlé ce soir surtout, que mon existentialisme nous pousse en direction de la mauvaise voie. Si c'est si dur à supporter, il faut fuir cette angoisse. Et comment mieux fuir cette angoisse qu'en se réfugiant dans la mauvaise voie? Mais en réalité, je pense très profondément que l'existentialisme que j'ai défendu, c'est une doctrine dynamique et pas du tout déprimante. Tous les professeurs de philosophie ont pu le vérifier quand ils ont eu à exposer mes thèses à leurs élèves. Loin d'être effrayés par ma philosophie, les jeunes gens qu'on formait sur mon existentialisme trouvaient des raisons dans le cours qu'on leur faisait, que leur faisaient leurs professeurs de philosophie, de prendre leur vie en main, de choisir leur destin, de donner un sens à leur existence. Philippe Granarolo me confiait que, du temps lointain où il avait des classes terminales, c'est le cours sur l'existentialisme sartrien, sur ma philosophie, qui était l'un des cours les plus appréciés de ses élèves, et beaucoup d'autres professeurs de philosophie m'ont dit la même chose. Alors, faut-il en conclure? C'est la question par laquelle j'aimerais terminer ce magnifique échange avec ma chère Valérie. Faut-il en conclure que ma philosophie est une philosophie pour ados, pour adolescents? Pourquoi pas, après tout? Est-ce que c'est faire injure à ma philosophie de dire que c'est une philosophie pour ados? Et l'une des meilleures manières, peut-être, de défendre ma philosophie en acceptant l'idée que c'est une philosophie pour adolescents, ce serait de rappeler une sublime parole de quelqu'un que j'ai très rarement cité, mais cette phrase me plaît beaucoup, et je conclus par cette phrase mon échange avec Valérie. C'est une phrase de Georges Bernanos, écrite en 1938, à l'époque où je me lançais moi-même dans la philosophie. Je termine avec cette phrase: c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Quand la jeunesse refroidit, le reste du monde claque des dents. Merci de votre belle attention. Bon retour, maître Sartre.